Deuxième étape, donc maintenant que nous savons où choisir et prélever nos connaissances dans les différentes parties étudiées dans le cours, on peut passer à une élaboration succincte du plan au brouillon. Donc voilà un petit peu le brouillon tel que moi je vous le présente. J'ai distingué tout ce qui va être la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc pour la reproduction asexuée, j'ai indiqué dans quelle partie du cours on pouvait trouver les connaissances. Donc je rappelle, dans le chapitre 1, on vous parle des méristèmes qui sont localisés dans les tiges et les racines à leur extrémité, et qu'à ce niveau, on observe une intense multiplication des cellules par mitose. Dans la partie génétique, toujours chapitre 1, on rappelle que une cellule se divise par mitose et que cette mitose est une reproduction conforme puisque les cellules filles qui en sont issues sont identiques strictement à la cellule mère. Dans le grand 1 de ce chapitre grand 1, on vous rappelle que ces cellules filles sont également appelées des clones puisqu'elles ont toutes la même information génétique. Elles permettent la stabilité génétique. Donc si on se rappelle de notre sujet, on ne perd pas de vue l'énoncé quand même, on vous demande de trouver le mode de reproduction, attention, qui permet d'obtenir à partir d'individus hétérozygotes une descendance elle-même entièrement hétérozygote. Donc là, on a une indication intéressante puisqu'on vous rappelle que cette mitose permet une stabilité génétique. Autrement dit, on va conserver les gènes et les allèles présents dans les cellules filles et les combinaisons d'allèles seront strictement identiques à la cellule mère. Donc on se dit, finalement, c'est cette mitose qui est intéressante en agronomie. Donc j'ai rappelé ici tout ce qu'on avait vu dans le cours. Donc le schéma d'une mitose, donc je vous rappelle que ça correspond finalement à la deuxième division qu'on a fait à la méiose. Donc vous avez ce schéma, donc l'interphase où les chromatides ne sont pas encore visibles puisque la chromatine est décondensée. La prophase, la chromatine se condense, les chromosomes apparaissent et on voit bien donc ici j'ai fait une paire de chromosomes puisqu'on vous parle de deux gènes qui sont indépendants. Donc j'ai pris une cellule diploïde qui sera identique à la cellule initiale qu'on va utiliser pour la méiose. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, on parle de la même chose. Donc cette prophase, on a distingué, de par la couleur, l'origine paternelle et maternelle de chacun des chromosomes, et par la taille, on distingue ainsi les deux paires. Donc c'est très lisible, et pour le correcteur, pensez-y toujours, c'est beaucoup plus facile pour lui pour voir un petit peu ce que vous avez voulu dire. Donc évitez absolument de faire 4 chromosomes identiques. Ce sera très, très compliqué à lire, à comprendre ce que vous faites et de vérifier si vous avez réellement compris, vous, ce que c'est une mitose. Donc, en prophase, les chromosomes sont répartis de manière aléatoire dans le noyau. En métaphase, on a toujours nos chromosomes à deux chromatides, mais tous ces chromosomes sont situés sur le plan équatorial, le centromère étant sur ce plan. Anaphase, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent chacune à un pôle. Télophase, donc on a ici le début de la télophase où la cellule commence à se scinder en deux cellules filles, mais on remarque bien que dans chacune des cellules filles, on a bien le même nombre de chromosomes, donc on a bien 1, 2, 3, 4 chromosomes, tout comme la cellule mère, 1, 2, 3, 4. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de chromatides. Chaque chromosome a 2 chromatides dans la cellule mère, et ici, dans la cellule fille, on a des chromosomes qui n'ont plus qu'une seule chromatide. À la fin de la télophase, la cellule pourra rentrer à nouveau en interphase, c'est-à-dire phase pendant laquelle la deuxième chromatide va se reconstituer. Alors, bien évidemment, pour le sujet qui vous est proposé, ce schéma seul ne suffit pas. Vous devez y placer les gènes et les allèles qui vous sont imposés. Donc, je les ai rappelés ici. Vous avez deux gènes. Un gène T, qui intervient dans la détermination de la taille des fruits, sous deux formes d'allèles. L'allèle dominant T+, fruit de grande taille, et puis T-, fruit de petite taille. Le deuxième gène, le gène S, qui permet de déterminer le taux en sucre des fruits. Donc on aura allèle dominant S+, pour les fruits sucrés, et allèle S- pour les fruits qui sont très peu sucrés. Donc je vous laisse recopier ce schéma de mitose en y plaçant les gènes et les allèles correspondants. Donc on verra par la suite si vous avez réussi à placer les gènes et les allèles sans vous tromper. Donc attention, les chromosomes, je rappelle, vous avez un chromosome homologue, enfin une paire de chromosomes homologues de grande taille, ce qui signifie que s'ils sont homologues, ils portent les mêmes gènes. Par contre, les allèles peuvent être différents,
puisque rappelez-vous, on vous dit que la cellule d'origine est hétérozygote, ce qui veut dire que sur un chromosome, vous allez porter un gène avec un allèle particulier, et sur le chromosome homologue, toujours le même gène, mais il faudra mettre le deuxième type d'allèle. Donc je vous laisse placer, je répète, ces gènes et ces allèles sur les chromosomes pour la mitose. Passons maintenant à la méiose. En ce qui concerne la reproduction sexuée, tout ce qui nous intéresse se trouve dans la partie génétique, chapitre 1, au niveau du grand B, qui nous parlait donc du brassage de la méiose, en l'occurrence. Nous, on s'intéresse au brassage interchromosomique, puisque, comme l'impose l'énoncé, vous avez deux gènes indépendants. Indépendant signifiant vous avez un gène qui est porté sur une paire de chromosomes et l'autre gène sur la deuxième paire de chromosomes. Donc dans la conclusion du grand B, j'ai juste mis ici en rouge tout ce qui nous concerne, le reste étant hors sujet puisqu'il concerne des gènes liés avec les crossing over. Donc ça ne nous concerne pas ici. Donc on vous rappelle que dans le cas où vous avez deux paires d'allèles, donc deux gènes indépendants, on va avoir 4 combinaisons d'allèles à la fin de la méiose dans des proportions identiques. On vous rappelle que lorsque les gènes sont indépendants, la répartition des chromosomes se fait au hasard lors de la métaphase, anaphase 1, ce qui permet ce fameux brassage interchromosomique. Ce brassage, qu'il soit inter ou intra, mais en tout cas on peut toujours le mettre pour nous ici, on vous indiquait que ça permettait d'obtenir des nouvelles combinaisons d'allèles différentes des parents. Et c'est justement ce que nous on veut éviter dans ce sujet, puisqu'on veut conserver exactement le même génotype que les parents. Donc ça s'avère être ici un désavantage en agronomie, puisque cette reproduction sexuée, elle permet la diversification des génomes. Donc voilà un petit peu votre sujet finalement. Donc nous, avec l'agronomie, on cherche surtout à avoir une stabilité du génome en conservant le génotype initial de la plante d'origine, puisqu'elle possède des caractères intéressants. Alors que, vous voyez que pour une fois, la reproduction sexuée qui permet une diversification des génomes, ici n'est pas intéressante. Donc j'ai rappelé que si on a affaire à deux gènes indépendants, forcément, il faut qu'un gène soit sur une paire, le deuxième sur une autre paire de chromosomes. On a donc deux paires de chromosomes, il faut donc en schématiser 4. Donc il faut une cellule, 2n égale 4 chromosomes. Donc j'ai simplement rappelé ici les événements importants pour ce brassage interchromosomique qui se déroule en métaphase 1, mais vous voyez, je n'ai pas mis les gènes et les allèles. Donc je vais vous laisser le soin de le faire vous-même pour vérifier que vous savez maintenant maîtriser un brassage interchromosomique sans vous tromper quant à la position des gènes et des allèles. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo lorsque vous aurez réalisé la schématisation de la mitose et de la méiose. À tout de suite.